C'est une deuxième édition vidéo sur le thème déjà développé mais devenu annuel, cette cause très riche, très forte et porteuse d'exemples de courage que celui de la Journée internationale de lutte des droits des femmes, vue par nous pour vous en littérature ado. Les échos ne manqueront pas dans des idées d'auteurs jeunesse et les récentes productions éditoriales. Ce n'est pas un exemple isolé, mais des floraisons de témoignages. Alors, à quand le changement ? La dernière vidéo 2021 avait posé un éclairage plus historique sur l'événement et le mouvement des femmes dans le monde avec des histoires pour ados. Nous creuserons encore un peu plus cette vision d'un sexe éduqué pour être beau, fragile et protégé, maille indispensable de la chaîne de la transmission humaine sur le poste dédié de la procréation et de l'éducation des générations, une vision validée par les hommes mais aussi portée sérieusement par les femmes au détriment des droits civiques peu égaux ou équitables des femmes. Beaucoup de récits nous raconteront, et ce toujours dans une perspective particulière et les limites d'une société tout aussi particulière, que les filles et les femmes ne sont autorisées à faire que ce qu'une femme sait ou doit faire. Nous mettrons rapidement en avant les romans suivants. Féline de Stéphane Servan chez l'éditeur Rouergue, Celle qui voulait conduire le tram de Catherine Cuenca chez l'éditeur Talent Haut, Celle que je suis d'Anne Loyer chez l'éditeur Slalom, Fille unique d'Anne Loyer encore chez l'éditeur Slalom, et enfin Dank Sommet de Yann Fastier chez l'éditeur Talent Haut. Nous parlerons de tradition, de modernité de pensée, mais aussi de philosophie sociétale. Tout part de là. Le monde est en marche, chacun dans une botte, mais d'après ce que racontent les histoires, pour hommes et femmes, cela semblera fonctionner à deux vitesses. Le mouvement politique féministe le criera haut et fort, la femme sait et peut faire aussi bien qu'un homme. Nous prendrons avec les chroniques choisies une tangente plus internationale cette fois. Nous orienterons notre sélection sur une inégalité des sexes dans des dystopies imaginaires, mais aussi dans des exemples bien concrets et actuels de notre époque. Nous verrons la place de la femme dans une culture et une croyance dite équilibrée pour un monde plus sain. Attention, cela va piquer les yeux. Nous sortirons les griffes avec Féline de Stéphane Servan. Pour une raison que l'on ignore encore, des adolescentes développeront une métamorphose animale progressive. En effet, un pelage leur poussera dru comme avec cette puberté qui les coupera de l'enfance. Nous sommes évidemment dans la métaphore de cette complexe période et cette particularité causera des tourments dans un milieu ado, parfois sans pitié quand le sujet touchera à l'apparence. Les débuts nous rappelleront la dramatique scène de l'adolescente Carrie, personnage du roman éponyme de Stephen King. À quoi devrons-nous nous attendre ici ? Un roman tragique, dystopique, sur un virus qui ne touchera que les filles, des adolescentes brimées, traquées, mises en quarantaine, mais c'est aussi un thriller sur la revanche féline des ados à forte pilosité. Un prologue au roman renforcera son ton très réaliste, mais attention, nous sommes bien dans de la science-fiction. L'auteur Stéphane Servan se fait l'intervieweur d'une adolescente, son personnage, attestant que ce témoignage est véridique et qu'il le dédie aussi par ailleurs à sa fille. Il y a une certaine gravité qui captera rapidement l'attention des lecteurs ados, forcément, en particulier ceux et celles qui accrochent habituellement sur les drames et histoires vécues à cet âge du lycée. Stéphane Servan usera d'une dimension fantastique qui conservera la juste distance à sa fausse vraie biographie de son personnage. Ça restera perturbant, parfois violent, on parlera d'adolescence et de puberté sous une forme originale mais pas moins perturbante. Celle qui voulait conduire le tram de Catherine Cuenca chez l'éditeur Talent Haut. Dans Celle qui voulait conduire le tram, nous sommes dans la France d'après-guerre, la seconde, au début du roman. Nous y reparlerons des suffragettes, de ces femmes qui militeront pour obtenir le droit de vote. Voici où nous en sommes au moment de l'histoire de Luce. Luce va être le moyen pour l'auteur de souligner un paradoxe de l'histoire, vous allez comprendre. Notre jeune héroïne apprendra le décès de son oncle Célestin.
Et Luce aura aussitôt une pensée pour sa tante Agnès, dont elle ignorera depuis des années ce qu'elle devient de son côté. C'est en fait l'histoire de cette tante au destin particulier qui nous sera relatée. Avec les pensées de Luce, c'est un retour dans le passé pour les lecteurs et dans le passé d'Agnès. Nous serons cette fois à la fin de l'autre guerre, la première, et comme beaucoup d'autres femmes, Agnès attendra le retour de son époux, mobilisé, mais n'aura pas pour autant chômé durant son absence. Comme beaucoup, il aura fallu remplacer les hommes partis combattre. Certaines avaient arrêté l'école très tôt, mais certains postes, du coup laissés vacants, leur seront ouverts et ces postes seront mieux payés que d'autres postes féminins. Aussi, Agnès se proposera, comme beaucoup d'autres femmes et épouses, en tant que receveuse de trame, c'est-à-dire contrôleuse de billets, pour que la vie continue. Mais attention, avec le poste qu'on lui proposera, il y aura en plus la conduite de l'engin, un vrai défi. Mais d'autres avant elle l'auront fait, alors pourquoi pas elle ? La première guerre arrivera à sa fin et au lieu de se réjouir complètement, la jeune femme craindra hélas aussi de revenir à sa vie d'avant, à l'usine payée 2 fois moins qu'au tramway et qu'un homme. Les remerciera-t-on toutes bien poliment pour redonner du travail aux hommes de retour ? Dans quel état d'esprit seront-ils, tous ces hommes revenus de la guerre, après ces épreuves loin de chez eux ? Célestin, démobilisé pour une blessure au pied, ne sera plus le même, c'est certain, et Agnès souffrira de ne pouvoir le retrouver comme avant. Ce récit est vraiment très poignant et malheureusement il glissera vers la tragédie. C'est un chouette portrait de femme qui s'adapte et ne se laisse pas abattre pour survivre. Passons à Celle que je suis, d'Anne Loyer chez l'éditeur Slalom. Rapidement, nous, lecteurs, nous prenons la fin d'un chapitre choc dès le début avec le destin de la future belle-sœur de l'héroïne ado qui, du coup, prendra aussi conscience de son propre avenir au sein des traditions de sa famille. Écoutez donc ce passage entre le père et la fille Anoki. Tu te trompes, Anoki. Chatoura n'est pas une infirmière. Ce qu'elle est, c'est la femme de mon fils. Ce qu'elle est, c'est ma belle-fille. Ce qu'elle doit être, c'est une bonne épouse. Où elle doit être, c'est à la maison. Le mariage est une institution sacrée et ce diplôme n'y change rien. Ce diplôme n'est rien. Nous saisissons rapidement toute l'importance du statut des femmes du livre avec cette phrase. Nous saisirons le titre du roman et tout le poids de la tradition placé dessus comme le couvercle d'une cocotte minute, celle que je suis. L'intrigue et la tension du livre seront rapidement installées et nous nous attendrons évidemment un peu de la part de la jeune héroïne Anoki à ce qu'elle nous prouve que rien n'est perdu. Car évidemment, de cette déclaration officielle faite à table devant l'ensemble de la famille découlera inévitablement la rébellion ou la résignation des filles de la famille. De nombreuses questions bouillonneront dans l'esprit des lecteurs ados. La belle-sœur Chatoura et le frère d'Anoki n'avaient-ils jamais abordé le sujet ? Les sujets de la place de la femme, les opinions paternelles et celles du mari, alors, n'en avaient-ils jamais discuté ? Anoki semblera ne pas être au fait non plus de cette règle inédite, puisque c'est elle qui poussera sa belle-sœur à célébrer la réussite de ses examens en famille et que, comme elle le dit, sa famille a toujours poussé ses enfants à s'instruire et à réussir. Jusqu'à présent, elle ne distinguait aucune différence faite entre les garçons, les filles, elle qui approchera de son année de bac en Inde, et là c'est une étape charnière. Le récit est vraiment intéressant, car jusqu'à la terrible annonce, nous aurions pu nous sentir un peu n'importe où, en famille, même avec une culture différente de la nôtre. Et puis bam, le lieu, les traditions nous replaceront immédiatement comme si le décor, tel celui d'un plateau télé, s'était glissé de part et d'autre pour en faire apparaître un autre, une cage dorée. Le titre suggérera une résistance évidente au désenchantement. Cette quête de soi fictive est passionnante et crédible. Nous respirerons quand même à plein poumon grâce à des parenthèses de sa vie d'ado, avec l'école, les copines, un garçon, avec des brins d'écoute et de solidarité du frère cadet. C'est une vie à 2 vitesses, mais toujours possible pour Anoki.
Un autre roman ado fabuleux, encore d'Anne Loyer, chez l'éditeur Slalom, Filles uniques. Ces autres jeunes personnages d'Anne Loyer seront courageux pour leur jeune âge et sans doute aussi d'une mentalité plus moderne que leurs parents, on le concédera encore ici. Certains ne suivront pas la voie tracée et devront prendre le risque de s'opposer aux parents chéris, mais aussi à toute une culture partagée par le monde. C'est une grande épreuve psychologique pour un si jeune âge. Anne Loyer continuera avec Filles uniques de creuser la question de ce grand détournement d'une culture pourtant bienveillante, encore au présent, et à l'international. Il y aura toujours en point de mire le futur des jeunes générations. N'oublions pas que dans la culture, il n'y aura pas que l'art, jeune lecteur. On y comprendra aussi la politique. Nous serons cette fois en Chine avec Filles uniques. Certains le savent déjà, la Chine s'est considérablement peuplée avec les siècles pour développer de nombreuses dynasties qui opposeront des clans rivaux depuis l'époque médiévale, etc., etc. Il n'était pas simple aussi d'obtenir un héritier mâle du premier coup pour faire vivre une lignée et un nom dans le temps. Ceci eut de grandes conséquences sur le pays qui fut obligé d'adopter bien plus tard une politique démographique stricte afin d'enrayer les problèmes de surpopulation. La politique de l'enfant unique, vous connaissiez ? Eh bien, cette politique de planification des naissances est une politique publique de contrôle des naissances mise en œuvre par la République populaire de Chine. C'était entre 1979 jusqu'à 2015. Destinée donc à éviter la surpopulation du pays, elle se manifestera concrètement par la pénalisation des parents de plus d'un enfant, mais aussi par la réalisation, hélas, d'avortements et de stérilisation par la force. C'est frissonnant. Assouplie par la suite pour les familles paysannes dans les années 1980, elle introduira en 2013 une nouvelle exception pour les couples dont l'un des membres est lui-même un enfant unique. Et puis elle sera remplacée encore en 2015 par une politique encore plus souple fixant le nombre maximal d'enfants à 2 par famille selon les sources Wikipédia. C'est terrible, non ? C'est en effet assez surréaliste. Tandis que la majorité des familles ici en France et dans le reste du monde peuvent encore décider de procréer en fonction de simples désirs d'enfant, suivant leurs moyens ou pas parfois, sans penser aux conséquences logistiques. Imaginez-vous pénalisé pour être tombée enceinte, jeune fille ? Nous avions donc le souci de l'enfant unique, mais nous avions aussi le souci de la fille. C'était une charge, hélas, coûteuse, une fille, considérait-on en Chine, puisque suivant la tradition, elle devait au final finir dans la famille d'un autre et s'occuper de leurs beaux-parents. L'épouse vivait avec la famille de son époux, jeune lecteur, et sa famille versait en cadeau une dot qu'ils n'avaient pas forcément dans leurs finances. Du coup, effectivement, c'était une charge coûteuse d'avance. On imagine alors très bien les familles priant pour un garçon afin de perpétuer le nom et ramener une bru pour leurs vieux jours. Shin reviendra un peu sur tout ce passé lourd de conséquences et de secrets avec son roman Filles uniques. Shin va passer son bac, mais elle est bien moins riche, bien moins brillante aux études que sa meilleure amie. Quel avenir pour elle si elle n'a pas son bac chinois ? Elle est fortement soutenue par ses parents qui misent aussi un petit peu sur un bon poste pour leur fille pour assurer leurs vieux jours, on le lit. Attention, ça n'aura rien de cruel dans cette culture, c'est un angle de vue très différent d'une autre. En tout cas, le titre l'affirme et il ne faudra pas l'oublier, les filles ne comptent pas pour des prunes, il faudra donc l'entendre à double sens, à savoir tout sauf banal, elles sont aussi exceptionnelles. L'intrigue de l'auteur sera originale, intelligente et sensible, s'orientant sur les envies nouvelles de Shin. Shin ne voudra plus être unique, toute seule. Elle se trouvera bouleversée par la nouvelle naissance d'un bébé chez son amie Xia et à la différence de Xia qui la rejette, elle aurait bien voulu se lier à un frère ou une sœur. Et ce manque la conduira donc contre toute attente vers le secret bien gardé de la famille avec un autre bébé qui est né il y a très longtemps. Ce roman ado est vraiment à découvrir et peut-être que les lecteurs ados tenteront de prendre de la hauteur pour s'y retrouver après plusieurs romans ados du même genre. C'est beaucoup de questions.
Les ados se leurrent-ils par manque d'expérience, par angélisme sur leur avenir, ou bien certains adultes se seraient-ils perdus en chemin avec l'âge de raison, en faisant dans la vie utile et renonçant à leurs désirs profonds? Tout ceci nous forcera à réfléchir, à poser des faits à plat, à considérer des contextes historiques, à faire preuve d'empathie avec nos héros, mais surtout à profiter. Et là, on a aimé. Nous finirons ce petit tour des récits féministes en littérature ado avec Dans le sommet de Yann Fastier chez l'éditeur Talent Haut. Si vous ne connaissiez pas le terrible destin des Amazones africaines du Dahomey, l'actuel Bénin, voici un roman passionnant et fort sur ces soldats enrôlés de force et entraînés pour la guerre. Nous attaquons l'aventure de Dans le sommet. Nous entrerons dès les premières pages sur une histoire de colonie, de dépendance économique et d'indépendance politique. Cela pourrait paraître assez étrange pour certains jeunes lecteurs d'imaginer une part de l'Afrique comme un territoire de la France et juste à côté, près du Bénin, un territoire anglais et puis encore à côté, un autre allemand. Chacun y était venu chercher sa part à l'époque, devra-t-on comprendre. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Nous serons dans le récit de Dans le sommet vers le Bénin sous l'autorité française. Nous suivrons deux destins, un masculin et un féminin, des deux très éloignés des idées de virilité ou de féminité de l'époque. Notre premier héros est fils de médecin, un jeune homme blanc, grandi dans la rudesse de l'autorité à Poigne, un gars de la marine. Le jeune personnage, Alexandre, mettra l'accent d'emblée entre l'éducation virile qu'il a reçue et sa vraie nature bien moins butée, fier de son supplément de tact, de son surplus de sensibilité de manière que celui du moule original. Il suivra son père sur les colonies et celui-ci ne se gênera pas pour l'humilier lorsqu'il ne se montrera pas l'officier efficace attendu. Alexandre finira-t-il par devenir un homme, un vrai avec cette guerre? Alexandre prendra les choses avec distance et ne les subira pas, il nous donnera même un peu l'impression de pouvoir choisir qui il veut être dans sa tête. Alexandre finira par croiser l'ennemi. L'auteur Yann Fastier nous fera entendre par alternance une autre voix, celle d'une femme africaine, donnée au chef de cette campagne du Dahomey, appartenant au roi Béanzin, vers laquelle se dirige Alexandre. Agosi, c'est son nom. Elle nous montrera les choses de son point de vue, l'autre bout de la chaîne alimentaire, la place des soumises données aux soumis de la colonisation, ceux et celles capturés et devenus esclaves selon les lois du pays. Il n'y avait pas encore, cher jeune lecteur, en 1892, d'organisation internationale et d'aide extérieure possible autour du respect de la Convention des droits de l'homme, non. Attention, le contingent militaire d'Alexandre sera envoyé de France pour remettre le roi Béanzin au pas, comme certains diront dans le roman. C'est une guerre qui se préparera avec Agosi dans ses rangs. Agosi, dont le père fut dépouillé de ses biens et exécuté sommairement sous ses yeux, finira dans les rangs de 50 femmes et filles au service de la communauté du roi Béanzin, un nouveau bien pour le plaisir ou pour la guerre. Les femmes entraînées du roi peuvent être très redoutables, dira-t-on dans ce roman. Le roman nous parlera d'une réputation même légendaire dès les débuts. Nous entrerons doublement dans une autre culture et une autre époque. Le pendant plus masculin des points de vue offerts par Alexandre permettra d'offrir un autre profil masculin au livre, complémentaire de celui du militaire pur et dur, du colon bourgeois au racisme ordinaire ou du roi noir indélicat dans ce double univers blanc et noir dirigé par l'intimidation et la force. Alexandre est ici un aide médecin, mais surtout militaire. Il sera pourtant aussi empoté que Agosi, elle, est dégourdie avec une arme, et ceci, entre autres choses, cela permettra de défier les clichés. Vous le verrez, il y aura des règles de société auxquelles il est dur d'échapper, c'est certain, mais il y aura également sous cette couche rigide la simple nature de nos personnages bienveillants, et cette nature sera, sous l'écriture de Yann Fastier, plus fine, passionnante, mais elle ne se pliera pas toujours facilement. Alexandre et Agosi seront un bon exemple de bonne nature contre l'endoctrinement social. Les deux offriront l'aventure, mais aussi des tons et des sensibilités différentes quand ils prendront la parole à tour de rôle.
L'histoire est difficile, mais enrichissante, et ça, c'est intéressant. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de tenir entre vos mains ces 5 livres passionnants pour ados au profil de femmes très divers et passionnants dans la lutte internationale des droits des femmes. Bonne lecture!